Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle mini-série de références petite enfance, le podcast qui interviewe les pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série de références petite enfance. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Éléonore Bartouille que beaucoup de pros de la petite enfance côtoient, mais plus ou moins sans le savoir parce qu'Éléonore, elle œuvre dans l'association Agir pour la petite enfance et elle n'est pas forcément au devant de la scène. Et cette association, elle réunit de plus en plus d'acteurs de la petite enfance. Bonjour Éléonore, alors tu travailles dans la petite enfance depuis 2 ans chez Agir pour la petite enfance et avant ça tu étais une businesswoman. Tu as fait du conseil média, tu as globe-trotté avec ta famille et justement des jeunes enfants de Shanghai à Boston et tu as animé même l'écosystème de la French Tech. Donc c'est un parcours assez atypique par rapport au secteur de la petite enfance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans ce premier épisode et nous expliquer comment tu es arrivée dans notre secteur? C'est un sacré virage, non? Ah oui, ça je te le confirme. Effectivement. Pour revenir juste à la French Tech, c'était quand j'étais à Boston. Après près de 15 ans de vie dans les médias à Paris, on avait un vrai projet familial, mais on y reviendra, de bouger et d'avoir une vraie ouverture sur le monde. Donc j'ai pas mal globe-trotté avec ma famille, notamment à Shanghai et à Boston. Et finalement, ces changements successifs, ces déménagements plutôt successifs. Le premier, à Shanghai, je me retrouve seule dans un hôtel face à mes 3 enfants. Ça faisait 15 ans que je travaillais, j'avais eu mes enfants, ils avaient été en crèche, ils avaient une nounou, enfin je pense que j'ai pris tous les modes de garde et tout d'un coup je me retrouve au 35e étage d'une tour à Shanghai face à eux en me disant mais en fait je ne sais pas gérer ça, je m'étais pas préparée. Voilà, donc ça a été un premier changement. Le côté un peu non préparation, c'est un peu récurrent chez moi. J'ai eu des jumelles et c'est vrai que j'avoue que j'étais très très contente d'avoir des jumelles. Je m'étais pas attendue au niveau de fatigue qu'on pouvait avoir les 3 premiers mois. Donc voilà, on résout les problèmes les uns après les autres et au final cette expérience et à Shanghai et à Boston se sont très bien passées. D'accord, ouais, j'ai l'impression que comme beaucoup d'entre nous, tu as un peu peut-être idéalisé la position maternelle, le fait d'être mère. Tant qu'on n'est pas mère, en fait, on peut imaginer que c'est naturel, c'est simple, c'est merveilleux. Je te confirme, je te confirme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour tout quitter comme ça? Est-ce que c'était difficile? Comment ça s'est passé pour toi? Non, ça c'est toujours mon petit côté peut-être bisounours. C'était un vrai projet familial. J'avais toujours été parisienne en l'occurrence et j'avais un besoin d'ouverture assez fort et dans les échanges avec mon mari, il était un peu aussi dans les mêmes veines et même professionnellement pour lui c'était très intéressant. Donc lorsqu'il a eu l'opportunité de bouger à l'étranger, on a sauté sur cette occasion, on était vraiment ravis. C'est vraiment un projet, même si j'adorais mon métier à l'époque. Oui, et à ce moment-là, tu faisais quoi comme métier? J'étais conseil média, j'étais directrice commerciale dans une agence média indépendante. Ouais, c'est quoi ton parcours, tes études? Alors mes études, j'ai toujours eu besoin d'ouverture, donc j'ai commencé à faire 2 années de droit qui ont très bien fonctionné, mais je me suis aperçue que je voulais pas non plus être dans les métiers totalement juridiques. Donc là, j'ai bifurqué dans une formation plutôt d'économie, donc j'ai une maîtrise de gestion, et ensuite j'ai bifurqué sur un 3e cycle en marketing. Ok, donc là tu pars avec ton mari en mode bisounours comme tu disais. Et c'était quoi à ce moment-là, parce que tu dis que c'est un projet familial, c'était quoi à ce moment-là être une famille, être parent pour toi? Alors pour nous le projet familial, c'est déjà de créer une famille. On sait ce que c'est, on a envie. Enfin pour moi c'était assez viscéral et je l'avais pas forcément pensé avant que mes enfants soient nés. C'est quand mes enfants sont nés, et j'ai commencé par des jumelles, que là on s'est retrouvés face à toute une société de consommation qui était énorme. Tout était sujet à réflexion.
Et là, nous, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut pas faire un peu plus simple? On était déjà dans un petit appartement, donc on s'est dit, mais en fait, à notre époque, on n'avait pas l'impression qu'on était comme ça, assaillis par que ce soit les jouets, l'équipement, etc. Donc on a décidé de faire simple, en achetant moins de jouets, en étant juste sortant des cuillères en bois et des casseroles. Je schématise un peu, mais c'était quand même assez ça. Et en fait, nos enfants jouaient très bien dans un parc, etc. Le sujet des écrans aussi vient vite, parce que moi, mon analyse du sujet des écrans, c'est quand même dire aussi que c'est un peu une fuite en avant. C'est-à-dire que mettre un enfant devant l'écran, que ce soit devant un petit dessin animé, que ce soit, c'était pareil pour la télé avant, ou une petite musique, c'est quand même pouvoir avoir du temps libre pour soi. Et c'est vrai que quand on travaille, et notamment du côté de la femme qui travaille, c'est un équilibre sans cesse entre le temps pris pour son enfant et le temps que l'on a pour soi. Moi, j'avais pris le parti, quand je rentrais du bureau, d'accorder 1 heure pour mes enfants et pouvoir jouer en pleine conscience avec eux. Mais ça, je le faisais assez intuitivement. Ouais, t'avais envie d'interagir vraiment avec tes enfants. Ouais, exactement. Pour nous, c'était vraiment la transmission de valeurs et la transmission d'une éducation qui nous paraissait positive, qu'on avait reçue avec mon mari. Après, on avait toujours ce petit truc en tête de besoin d'ouverture et de se dire, on a une culture très française, on est très français, on a très envie de voir ce qui se passe un peu ailleurs. Ok, donc là, en fait, tu avais envie de vivre des trucs forts avec tes enfants, tu parles de pleine conscience avec eux, et donc vous partez. Est-ce que cette expérience s'est passée comme prévu? Est-ce que ça a répondu à ton envie de parent? Parce qu'on a l'impression que ça a été une vraie découverte pour toi de devenir parent. Ça a été un tournant, en fait, dans ce que tu décris. Après 6 ans de vadrouille, on va dire, oui, l'expérience a été tout à fait positive. En revanche, le calage au démarrage n'a pas du tout été facile, car quand j'étais en France, j'étais très organisée, en fait. Mes modes de garde, tout ça roulait assez bien. Et quand je suis arrivée, comme je l'ai dit tout à l'heure, au 35e étage d'une tour shanghaïenne dans un hôtel d'affaires avec 3 petits qui avaient 2, 5 ans, 5 ans, ça a été une autre histoire. Et je me suis aperçue que finalement, oui, je savais gérer la fin de journée, l'heure qualitative que je passais avec eux, mais toute la journée, il y a plein de petits moments de la journée que je n'avais pas l'habitude de passer avec eux. Et là, tout d'un coup, c'était devenu une découverte. Et c'est là où je me suis aperçue de la valeur des professionnels de la petite enfance, je peux te dire. Après, c'est pas si naturel que ça de passer du temps avec des enfants et de Exactement. Exactement. Mais en fait, ça s'apprend. Et depuis, puisque les plus âgés avaient 5 ans, je me suis aperçue que je n'avais pas l'habitude de le faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, il y a le cadre dans lequel on vit, puisque à Shanghai, on avait pris notre rythme, ça a duré 2 ans. Et ensuite, nous sommes partis à Boston. Et à Boston, en fait, aux États-Unis, c'est encore une autre façon de vivre. Et là, je me suis dit, bon, c'est la 2e fois que je déménage, je suis rodée, je sais comment faire. Et là, quand 2 mois après notre arrivée, ma fille me dit « Maman, pour mon anniversaire, j'aimerais que tu restes avec moi seule, sans mon frère et ma sœur », là, je me suis dit quand même, il y a quelque chose, j'ai eu quand même un petit loupé, même si je pensais que j'avais bien fait les choses. Et en fait, je me suis aperçue que le rythme qu'on avait créé au démarrage à Boston, j'étais probablement très accaparée par l'emménagement. Et en fait, je n'avais pas réalisé que je n'avais pas consacré assez de temps. Donc ça a été vraiment très, très intéressant. Et avec du recul, j'y pense toujours en me disant, c'est fou, cet enfant qui a réalisé qu'elle avait besoin du temps qualitatif avec sa maman et qui me l'a demandé. Et son cadeau d'anniversaire, finalement, c'était du temps. C'est comme si tu avais reproduit un peu ton rythme de businesswoman. Malgré tes efforts, tu l'as reproduit quelque part. Oui, c'est vrai que ce temps, au final, que j'ai passé avec ma fille a été un échec. Bon, on a ensuite... un échec sur le moment qu'on a ensuite résolu, évidemment, parce que quand on prend du temps. Alors, comment ça s'est passé ce moment avec ta fille? En fait, moi, je me suis dit, veut passer du temps avec moi. Je l'ai pas particulièrement préparé et je lui ai juste dit, voilà, tes jouets du moment, les jouets avec lesquels tu aimes, il y avait les Barbie et les petits lapins, les Sylvanians, donc avec lesquels tu veux jouer. Comment tu joues d'habitude, quel genre d'histoire tu aimes raconter, et moi je vais en gros rebondir dessus. Et là, elle s'est mise dans une colère, c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. En fait, elle voulait que moi je lui pose le cadre, c'est ce que j'ai réalisé après, et pas du tout que ça soit elle qui m'explique comment elle joue avec ses Barbies. Ça c'était son univers à elle quand elle joue seule, mais pas quand elle joue avec moi. Quand elle joue avec moi, c'est autre chose. En plus, on le faisait avant, quand ils étaient plus jeunes, etc. Mais elle avait un peu grandi. J'avais imaginé que on en était à une autre étape de vie. Et non. Alors après cette crise, on s'est posé, on a échangé.
Et je me suis aperçue que c'était à moi, en fait, d'organiser ce moment. Donc, on est parti prendre un goûter, on a échangé, discuté, on est allé se balader dans un parc et tout s'est bien passé. Ouais, mais on sent que ça t'a marqué parce que tu dis que tu y repenses souvent et que c'est un moment peut-être fondateur dans ta réflexion, dans ton positionnement par rapport à tes enfants. Et moi, ça me parle beaucoup ce que tu racontes. Ça me parle en tant que maman profondément. Moi aussi, j'ai vécu des moments où j'ai eu ce sentiment d'échec, notamment avec ma première fille, parce que la première, je pense qu'on est moins préparé. Et j'étais un peu comme toi, je pensais que c'était naturel, que ça venait tout seul. Et en fait, j'ai beaucoup appris, donc ça a été différent pour ma deuxième. Mais c'est vrai que j'ai ressenti ce manque de cadre parfois comme toi, où en fait on sait pas trop ce qu'on va faire avec les enfants, on est un peu perdu. Et puis les enfants ils le ressentent aussi, donc et je pense que nous dans les crèches on le ressent, on appelle ça les moments de transition, où il y a un peu de tension dans l'air, on n'a pas prévu le coup, les enfants ils savent pas trop ce qu'on attend d'eux, ils savent pas trop quoi faire non plus, voilà, personne n'est cadré. Et ce qui m'a aidé moi, c'était de préparer des moments avec mes enfants, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Avec du recul, je m'aperçois que l'importance du savoir, des bonnes pratiques, la posture de l'adulte, en fait, c'est un atout majeur dans l'éveil des tout-petits. Et en fait, que ce soit pour les professionnels ou les parents, j'ai envie de dire même combat. Il y a une histoire de confiance en soi. Quand on a le savoir, on a confiance en soi. Et l'enfant est dans un cadre où il peut s'éveiller pleinement. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, c'est une relation, c'est un lien à deux. En fait, l'enfant et l'adulte doivent se sentir en sécurité et c'est pour ça que le moment préparé, c'est un point clé. D'ailleurs, Maria Montessori, elle a beaucoup détaillé cette préparation des moments de jeu, d'activité, etc. Donc ouais, je suis complètement comme toi. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de préparer les moments avec mes enfants et de prévoir un cadre. Et dans le travail, c'était pareil en fait, prévoir, anticiper et prévoir un cadre dans lequel les adultes et les enfants peuvent se sentir bien et passer un moment agréable avec les enfants. Donc, c'est valable pour tout adulte qui passe du temps avec les enfants, que ce soit un parent ou un professionnel. Tout à fait. Bon, avec tout ça, tu rentres en France et tu découvres une passion pour le monde de la petite enfance et tu entres chez Agir pour la petite enfance, donc une association qui a une très grande place aujourd'hui dans le cœur des pros de la petite enfance. Et ça, on va en parler dans notre deuxième épisode. T'es d'accord ? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on y va.